Très bien. Donc, comme je disais, lorsqu'on va vouloir agrandir le projet ou bien lorsqu'on va travailler sur un gros projet, l'objectif, c'est qu'on puisse structurer un peu tout ce qu'on fait. Donc, on va essayer de faire une partie, par exemple, si on est sur une application ou bien un blog, on prend le cas où on est sur un blog, on aura une partie où on va gérer uniquement les articles, on aura une partie où on va gérer les utilisateurs, on aura une partie où on va gérer l'administration, donc on aura différentes parties dans notre projet. Donc, plus le projet est grand, plus il aura différentes sections. Et en Django, pour pouvoir gérer ces sections-là, on va parler d'applications. C'est qu'on va créer des applications. Et ces applications-là vont jouer des rôles bien précis dans le projet, ce qui va faire que chaque application va pouvoir gérer ses vues, ses pages et tout ce qui va avec. C'est bon? Donc, ce qui va faire qu'on va libérer ce dossier-là et on va le laisser uniquement pour la configuration. Donc, supposons que nous, on veut faire une application d'actualité. Donc, on va appeler notre application, ça sera, disons, un projet d'actualité. Donc, on va créer une application qui va s'appeler News, où on va gérer tout ce qui est articles et tout ce qui va avec. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc ici, pour créer une application en Django, c'est assez simple. Vous allez juste faire la commande Python manage.py et c'est le start app. Désolé. Voilà. Le start app et puis le nom de votre application. L'application ici, moi, je vais l'appeler News ou Actualité. Et là, une fois que j'exécute cette commande-là, vous allez voir que Django, il va créer à la racine du projet un dossier qui va s'appeler News. Et ce dossier-là, il vient avec des fichiers. Donc, j'essaie d'expliquer un peu le rôle de chaque fichier ici et vous allez comprendre. Donc, pour commencer, déjà, on reconnaît ça, ça c'est la vue. Donc, view.py ici. Si on revient dans notre dossier de la dernière fois, on avait créé un fichier view où on créait les différentes vues ici. Donc, lorsqu'on crée une application, l'application vient directement avec un fichier view.py. Donc, dans ce fichier-là, on va créer toutes les vues qui sont en relation avec notre application. Ensuite, on a un fichier test.py. C'est-à-dire ici, on va écrire tous les tests unitaires ou les tests d'intégration qui sont en lien avec notre application également. Et là, on a les modèles. C'est là qu'on va travailler aujourd'hui. Là, on a les modèles. C'est ici qu'on va définir nos différentes tables qui vont se trouver dans notre base de données. Ensuite, on a un fichier app. C'est ici qu'on va pouvoir faire la configuration de l'application. Donc, on pourra changer son nom, on pourra faire tout ce qu'on veut. Et ici, le app config, il a des méthodes qu'on pourra utiliser pour déterminer le comportement de l'application au démarrage, lorsque l'application va se lancer. Mais ça, c'est un peu des notions un peu plus avancées. Mais pour ce qui nous concerne actuellement, on ne va pas toucher à ce fichier app-là. Après, on a le fichier admin.py. L'admin.py ici, c'est quoi? C'est que avec Django, la partie administration est gérée automatiquement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fourni par défaut par Django. Donc, quand on va créer une table automatiquement, on pourra gérer cette table-là. C'est-à-dire, on pourra ajouter des objets, les modifier, les supprimer, voir la liste des objets sans avoir besoin de coder des pages pour ça. Donc, c'est dans l'administration ici qu'on va faire la configuration. On verra des exemples également dans la session d'aujourd'hui. Et enfin, on a le fichier init ici qui est le fichier qui définit les applications en Python. Donc ça, c'est pour les fichiers. Ensuite, on a un dossier ici de migration. Donc ici, comment Django il fonctionne? Django, déjà, il a son ORM qui est Django ORM. Et l'ORM ici, son rôle, c'est de faire le lien entre le framework qu'on va utiliser et la base de données. Donc, c'est lui qui sera entre les deux et essayer de gérer les requêtes SQL. Donc, vous savez déjà, quand on utilise un framework, on ne va plus écrire de requêtes SQL. Bon, on pourra écrire dans des cas un peu avancés, mais
En cas général, on va plus avoir recours à des requêtes SQL classiques comme les select, les create, voilà, tout ce que vous voulez. On n'aura pas recours à ça. Donc, c'est l'ORM qui va se charger de faire ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va créer une table ici dans le fichier modèle, Django, il aura besoin du code de migration. Donc, c'est le code de migration que lui va utiliser pour pouvoir exécuter la requête SQL en fonction de la configuration de la base de données qu'on a définie. Pour ça, on verra en cas pratique comment ça se passe. Donc, toutes les migrations qu'on va faire, les fichiers de migration ici, c'est que quand on va créer une table, quand on va faire la migration, Django va écrire le code de migration dans un fichier ici. Et ce code de migration-là va permettre de créer la table dans la base de données. Donc, si on modifie un champ également, ça va créer un nouveau fichier et ça va faire les changements. Donc, tout ce qu'on va faire dans le modèle ici, il y aura un fichier de migration qui va faire la trace. Au fur et à mesure qu'on aura des modifs, au fur et à mesure on aura des fichiers, ainsi de suite. Bon, ça, c'est un peu tout. Donc, quand vous créez une application, voici les différents fichiers que vous avez là-dedans. Et l'avantage ici, tous les fichiers que vous avez ici, vous pourrez les transformer en dossier. Au cas où vous avez plusieurs codes à l'intérieur, ça, on verra ça à la dernière session lors de l'optimisation voilà, de votre projet. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, pour moi, ça va. D'accord, super. C'est Les bon, autres, oui. j'espère que ça va. C'est bon. Très bien. OK. Donc là, maintenant, j'ai créé mon application. Pour lorsque je crée l'application, c'est bon, ça fonctionne. Mais Django, jusque-là, il ne reconnaît pas cette application-là. Pour qu'il puisse reconnaître cette application-là, il faudra qu'on vienne dans le fichier settings, c'est-à-dire le fichier de configuration, et on déclare cette application-là afin qu'il puisse voilà, le connaître. Et pour déclarer une application qu'on a créée dans Django, ça se fait dans cette variable-là. Install it app, c'est une liste où on va ajouter les applications qu'on a créées. Donc, pour le faire, il y a deux méthodes. La méthode la plus simple, c'est de mettre juste le nom de l'application. C'est vrai, vous mettez juste le nom de l'application comme ça. Donc, l'application s'appelle News, il met News simplement. À ce moment-là, Django, il reconnaît cette application-là. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est que je vais commenter ça. La deuxième méthode, c'est de référencer l'application de manière correcte à partir de son fichier de configuration. Donc, je vais copier ça, le new config là, c'est la classe, désolé, je copie ça, je reviens là, je vais mettre le nom de l'application news.app, et je mets ça. Donc là, je viens de connecter l'application directement au fichier de configuration ici. Donc, vous voyez que le nom de l'application, c'est news. Donc, tout ce que je vais faire dans ce fichier de configuration là sera pris directement par Django. Django va le comprendre. Mais en faisant news comme ça, c'est un peu difficile. Donc, si vous ne modifiez pas ce fichier-là, vous pouvez écrire news simplement comme ça. Mais si vous modifiez ce fichier que vous ajoutez des méthodes ou des trucs que vous voulez que Django prenne en considération, vous êtes obligé de faire la déclaration comme ça. Donc, vous pouvez tomber sur des projets où vous allez voir qu'on déclare les applications comme ça. Vous allez voir qu'il y a d'autres applications qui sont déclarées comme ça. Il faudra juste comprendre que on a eu à modifier ce fichier config là, raison pour laquelle on a ajouté ça. C'est bon pour vous? Si c'est bon, moi je vais garder ça. Je vois. Ok. Si vous avez des questions également, vous pouvez les poser. Ok. Ok, je continue. Donc là, une fois que mon application est créée, c'est bon, c'est connecté, je peux avancer. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais dire, OK, les vues qui sont ici, là, je veux les enlever dans le projet et puis les mettre directement dans l'application. Donc, c'est assez simple. Je vais juste copier le contenu qui est là et je vais venir coller ça ici. Voilà, comme ça. À ce moment-là, je peux supprimer ça. Voilà. Et là, maintenant, dans l'URL ici,
Je vais préciser que cette fois-ci, les vues là viennent de l'application News. Donc, je fais from news.view. News, c'est ça. .view, c'est ce fichier-là. Et j'importe ces trois méthodes-là. Donc, cette fois-ci, dans notre fichier de configuration, on n'a plus de fichier view. Et si je relance le projet, Python Management Parent Server, si on actualise, voilà, vous allez voir que ça fonctionne à nouveau. Jusque-là, c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, comme on a dit, la session d'aujourd'hui, c'est de voir les modèles. Donc, les modèles en Django, c'est juste, si vous voulez, ce sont les tables. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les tables qu'on a dans notre base de données. Donc, quand vous prenez votre base de données, vous avez différentes tables à l'intérieur. Donc, je suppose que pour ce qui est base de données, table, SQL, tout ça, vous maîtrisez. Une question, je ne sais pas si vous maîtrisez tout ça. Base de données, les tables, les requêtes SQL et tout ce qui va avec. Allô? Oui, hello. Parce que moi, j'ai pas beaucoup pratiqué sur Django, mais j'avais les bases, quoi. Mais il faut peut-être une petite révision par rapport aux bases de données. D'accord, ok, super. Là, au niveau des bases de données, déjà, si vous voulez faire du développement back-end, c'est quelque chose que vous devrez maîtriser. C'est-à-dire, vous avez soit PostgreSQL, soit MySQL, soit OracleDB, mais les deux gros qu'on va utiliser, c'est soit Postgre, soit MySQL. Donc, vous vous familiarisez à ces deux-là. Ensuite, les requêtes SQL. Donc, vous allez apprendre les requêtes SQL, c'est assez important. Aujourd'hui, on a beaucoup de frameworks. Donc, les frameworks, c'est vrai que vous n'allez pas écrire des requêtes SQL. Mais déjà, avant d'écrire des query sets, là, on va parler des query sets. Avant d'écrire vos query sets, il faudra que vous sachiez déjà en SQL qu'est-ce que je veux faire. Je veux faire des select all. Donc, les select all dans mon framework, c'est dans mon ORM, comment ça se fait. Je veux faire des select avec des conditions where, comment est-ce que ça se fait dans mon truc. Donc, en fonction de vos différentes requêtes, c'est à partir de là où vous allez vous référencer. Vous voulez faire des jointures, comment on fait les jointures. Mais si vous ne connaissez pas ça, ça sera difficile pour vous de voilà, faire le lien. Vous allez maîtriser l'ORM, mais en réalité, derrière, vous ne maîtrisez pas les SQL. Et là, comme ça, vous allez vous retrouver avec des pages qui sont assez lourdes parce que vous ne savez pas comment optimiser des requêtes. Très bien. Donc, du coup, comme je disais, ce sont les tables. Et au niveau de Django ici, comme j'ai dit, on utilise l'ORM. Et l'avantage de l'ORM, c'est qu'on ne va pas écrire des requêtes SQL. Et l'avantage aussi d'utiliser l'ORM, c'est que quelle que soit la base de données qui est définie derrière, on aura ça sera la même façon d'ajouter les données, ça sera la même façon de récupérer les données, ça ne va pas changer. C'est vrai si on se comprend. Par exemple, si je prends un projet classique où j'utilise une base de données peut-être PostgreSQL et que par miracle, il y a une commande de SQL qui s'écrit différemment de MySQL, le jour où je change de base de données en quittant de Postgres pour venir à MySQL, peut-être que cette commande-là, je vais l'adapter pour MySQL. Donc, il y a ces cas de figure-là. Je n'ai pas trop d'exemples, mais on peut se retrouver dans des situations comme ça où telle chose marche qu'avec Postgres et ça ne marche pas avec MySQL, ou bien ça marche avec MySQL, ça ne marche pas avec Postgres. Donc, quand vous changez de base de données, il faudra changer les choses. L'avantage quand vous utilisez l'ORM, c'est que c'est l'ORM qui va regarder c'est quelle base de données qui est derrière et il va s'adapter automatiquement. Mais l'ORM va vous donner des méthodes que vous devrez appliquer et lui, derrière, va convertir en fonction de votre base de données. Donc, au niveau de Django, la base de données, la configuration se fait là. Donc, c'est un dictionnaire où vous allez, il a juste besoin de default et à l'intérieur, vous allez mettre les informations de votre base de données. Si je vais sur la documentation ici, donc ici, voilà, par défaut, on utilise
le SQLite. Donc, par défaut, Django utilise le fichier SQLite qui est là pour définir la base de données. Donc, vous voyez ici les tables qu'il a déjà créées par défaut. Voilà, il n'y a pas de données dans ces tables-là, on a juste les tables par défaut qu'il a créées avec ces différents types. Maintenant, vous pouvez connecter une base de données Postgres. Donc, si vous voulez connecter une base de données PostgreSQL, c'est assez simple. Vous aurez juste besoin de cette configuration-là. Donc, l'engine, ça ne doit pas changer. C'est DjangoDB backend de PostgreSQL. Le nom de la base de données, vous allez définir le nom de votre base de données que vous avez créée. L'utilisateur, vous mettez l'utilisateur. Le mot de passe, vous mettez le mot de passe de votre base de données. Et le hôte, l'adresse IP ou le domaine où se trouve votre base de données. Si vous êtes en local, vous mettez ça ou vous mettez localhost. Et le port par défaut de Postgres, c'est 5432. Donc voilà, si vous êtes sur le port par défaut, vous mettez ça. Ou si le port il change, vous allez mettre le port qui a changé. Après, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez définir. Ça va dépendre de vous. Donc, si vous êtes sur du MySQL également, c'est le back-end ici qui va changer. Vous allez mettre MySQL et vous allez mettre les mêmes informations, mais cette fois-ci avec les informations de votre base de données MySQL. Je pense que la semaine prochaine, on aura un peu de temps pour faire quelques exemples avec MySQL et puis Postgres. Très bien. Donc, une fois que ça c'est fait, on est bon. Là, nous, on va commencer avec la base par défaut qu'il nous propose et on verra ce qui va se passer. On a connecté notre base de données, tout est bon, tout le monde est content. Maintenant, lors de notre projet, on a fait le projet, on a discuté avec l'équipe data, s'il y a une équipe data qui définisse un peu les données. Donc, on a fait le schéma de notre base de données, on a vu les différentes tables qu'il faut créer, on a vu les relations entre chaque table, on a tout vu. Maintenant, nous, on nous fournit ça et on doit créer notre, nos tables dans nos bases de données. Voilà, on doit créer les tables. Donc, le cas de figure que nous, on va prendre ici, on va prendre un cas assez simple. Donc, comme on a dit, on a une application d'actualité. D'accord? Qui peut me donner des exemples de tables qu'on peut avoir? Des exemples de tables qu'on peut avoir dans une application d'actualité. Allô? Oui, allô? Oui, pour par exemple, une base de données au niveau de l'actualité, on peut avoir des catégories et des articles. Des Ok. catégories et des articles comme table. Donc, on peut avoir des catégories Mhm. et des articles. D'accord. Donc, déjà, on va garder ces deux. Donc, dans les catégories, on peut avoir quoi comme champ? Donc, dans la table catégorie, on peut avoir quoi comme colonne, si on peut dire ça comme ça. La désignation quoi, du catégorie. La désignation. Catégorie. Mhm. Et, La description et puis un statut. La description de la catégorie. ouais, ouais. La désignation, tu fais allusion au nom, c'est ça? Oh non, c'est ça. Oh non. Ok. La désignation, non, ouais. Ou bien le titre, voilà. On va mettre le titre, c'est mieux. Le titre, voilà. Ok, la description, et puis il y a l'autre qui a dit le statut. D'accord. Ok, on va garder ces trois champs-là. Après, on peut avoir la clé secondaire pour article, mais bon, ça dépend de nous. Oui, oui, on va arriver dans l'article, effectivement. Mais là, on est sur catégorie, je suppose que c'est bon.
OK, on va supposer que c'est bon. Très bien. Donc, déjà, on revient sur l'article. Donc, Christian, il parlait de clés secondaires pour catégorie. C'est bon pour les autres? Non? Oui, c'est bon. OK. Donc, on a catégorie qui va se retrouver ici en clé étrangère. OK. Ensuite, les informations de article. Donc, je coupe ça pour le moment. Donc, on peut avoir quoi dans l'article comme colonne? On va voir le titre de l'article, Le titre de l'article. Ensuite, le contenu. le contenu. La quantité, La... Hmm. Non, non, on est sur les articles d'actualité. On peut avoir une image, l'image de. L'image. Oui, l'image, oui. Ça. OK. On va voir aussi les tags, quoi. Les tags, je ne sais pas si on les met au niveau de l'article ou bien. OK, le tag. OK. Donc, Le statut. OK, monsieur statut. Donc, on garde le statut du monsieur. Et puis, une clé étrangère pour l'utilisateur qui sera l'auteur de l'article. OK, une clé étrangère pour l'auteur qui sera donc auteur. OK. D'accord, on va garder ces champs-là pour le moment. Je ne sais pas s'il y a d'autres champs, mais on va garder ça pour l'instant. S'il y a d'autres champs, on va les ajouter. Très bien. Donc là, déjà, le statut ici, quels sont les différents statuts qu'on peut avoir de ce statut? Allô? Bon, moi, je propose valide et puis invalide. Vu que ici, pas besoin de mettre d'un brouillon parce que à la base, quand tu crées la catégorie, c'est en ligne, quoi. Donc, pas besoin d'avoir un statut brouillon. Donc, un statut valide et puis bon, activé et puis désactivé. OK, donc du coup, on a deux valeurs. Soit c'est activé, soit c'est pas activé. Donc du coup, c'est un booléen. OK, donc je mets active, puis désactive, déactive. Voilà. Donc c'est pareil avec celui qui est là. OK. Là, ici, les tags ici. Les tags ici, c'est que euh, est-ce qu'on aura besoin d'un modèle pour les tags? Est-ce qu'on connaît les tags euh, au début? Le tag, c'est au moment de faire la publication des articles. Ce sont des mots-clés, quoi, qu'on met d'habitude là-bas D'accord. pour le référencement de l'article. De l'article. D'accord, donc on garde ça. Catégorie clé. OK. Très bien. Jusque-là, mais bon. Maintenant, ça, on suppose que avec l'équipe, vous êtes tombé d'accord. Vous avez défini vos tables comme ça. Maintenant, vous, en tant que développeur back-end de Django, on vous demande de mettre ça en place. Ça va, de coder ces tables. Vous avez déjà créé votre application News, maintenant il faut faire ça. Donc ça, on va le faire dans le fichier modèle. Et pour le faire, c'est assez simple. Donc on va commencer déjà par le modèle catégorie. Donc je vais mettre le truc en anglais. Donc je vais changer un peu les noms. Donc pour créer une table dans Django, là ça se fait dans ce fichier-là, le fichier modèle.py. C'est toujours des classes. Donc vous allez créer une classe avec le nom du modèle. Donc je split ça en deux. Voilà, pour avoir ça d'un côté. Et de l'autre côté ici, je vais écrire le code. Donc, la classe avec le nom de la table. Donc, vous allez mettre ça catégorie.
Donc, le nom de la table, vous allez le mettre au singulier. Ça veut dire que vous n'allez pas l'écrire au pluriel. On verra pourquoi après. Donc, ensuite, vous allez hériter de modèle.modèle, ici. Donc, vous voyez par défaut, dans le fichier, ils ont importé ça, from django.db import modèle. Donc, nous, on va hériter de ce modèle-là ici. Donc, modèle.modèle ici. Une fois qu'on hérite de ça, on aura accès aux différents champs. Maintenant, ici, le titre, c'est quoi le type du champ titre? Là, on suppose que c'est une chaîne de caractères. Donc, Une chaîne de caractères. une chaîne ou un varchar, si on veut. Et là, ça, on est sur un texte, la description ici. Donc, le statut ici, on n'a que deux valeurs. Donc, c'est soit vrai, soit faux. Donc, ça sera un booléen. Pour la clé étrangère, ici, au niveau de Django, on parle de foreign key, donc FK. Donc, le titre, contenu, image, ici, ça, c'est un champ image. Tag, ici, bon, je suppose que ça sera un champ texte pour avoir plusieurs données. Le statut aussi booléen, et ça également sont des clés étrangères. Donc, pour les chaînes de caractères en Django, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre le nom du truc, ici, title, et on va dire que c'est égal à modèle, et on va mettre le type. Donc, les chaînes en Django ici, c'est char-field. Ça veut dire les chaînes de caractères en Django, c'est char-field, et on va définir la taille. Donc, il y a le max length. Donc, le max length ici, je vais mettre le maximum 255. Donc, ici, vous mettez soit le maximum en fonction de votre base de données. Si vous êtes sur des bases de données qui prennent jusqu'à 256 caractères, vous mettez 256. Si vous êtes sur les 255, vous mettez les 255. Et ça, c'est pour les chaînes de caractères. Vous pouvez définir si le champ il est obligatoire ou si c'est optionnel. Donc, si le champ il est obligatoire, vous le laissez comme ça. S'il est optionnel, vous allez mettre l'attribut nul à true et le blanc également à true. Voilà. Vous dit qu'on peut enregistrer avec un champ vide dans la base de données et le formulaire qui va représenter ce champ-là peut être envoyé avec un champ vide. Donc, c'est ce que les deux veulent dire. Donc, si vous mettez un blanc à trou, ça veut dire le formulaire que vous postez peut venir avec un champ vide, mais par contre, dans la base de données, on ne peut pas enregistrer un champ vide. OK. Donc, je vais retirer les deux pour le moment parce que mon champ titre, il est obligatoire. Je vais le mettre sur la description, par contre. Donc, ici, je crée description. Et ça serait égal à modèle.text. Et là, au niveau du texte, vous n'êtes pas obligé de définir la taille maximum. S'il y a une taille maximum que vous avez mis dans votre projet, vous pouvez définir. S'il n'y a pas de taille max, pas la peine de définir. Et là, on peut mettre le nul à true et blanc à true également. Très bien. Et là, maintenant, on a le statut. Et là, on avait dit que c'était un champ booléen. Donc, vous allez mettre un boolean field. Et là, je vais dire par défaut, c'est-à-dire lorsqu'on crée l'objet, il est à false. Donc, si on ne définit pas de statut par défaut, il va s'enregistrer avec un statut vide. Jusque-là, au niveau de la classe catégorie, on est bon. Ensuite, on va créer la classe suivante qui est la classe article. Et là, toujours, on hérite de modèle.modèle ici. Jusque-là, je suppose qu'on est bon. Donc, on va refaire la même chose. Donc, on a title qui est égal à modèle.charField avec un max length de 255. Et cette fois-ci, on a content modèle.textField. Donc, le contenu ici sera obligatoire. Et puis, on a image, voilà. Donc, ici, c'est modèle.fileField. Et là, lorsque vous êtes sur du modèle FileField, vous allez définir le upload to, ça veut dire où est-ce que l'image sera uploadée. On peut juste définir que ça sera dans un dossier article. Après, on verra comment configurer ça. Donc,
On n'est pas obligé de définir une image, donc il est en neutro et on peut avoir le blanc aussi à. Après l'image, on a tag. Donc, je vais mettre du texte ici simplement. Donc, être nul et formulaire peut être vide. Ensuite, on a le statut toujours. Donc, je vais juste répondre ça. Et là, je suppose qu'au niveau des champs, on est bon. Maintenant, on va passer aux clés étrangères. Donc, ici, j'ai catégorie. Voilà. Et là, ça fait référence au modèle catégorie. Donc, lorsqu'on a des clés étrangères, ici, on avait dit que c'était des foreign keys. Donc, lorsque vous prenez le foreign key, vous allez définir le modèle auquel il fait référence. Donc, vous pouvez mettre un tout, vous dites qu'il fait référence à ce modèle-là et vous mettez le nom du modèle. Une fois que vous mettez le nom du modèle, il y a un deuxième paramètre qui est obligatoire, ça veut dire le type de suppression. Le type de suppression, c'est quoi? C'est que article ici, il est en relation avec catégorie. Donc, le jour que je supprime une catégorie, qu'est-ce qui va se passer pour ces articles? Je ne sais pas si on comprend. Ça veut dire que si j'ai une catégorie, je ne sais pas, politique, et que j'ai peut-être 1000 articles qui sont liés à cette catégorie-là, si je supprime la catégorie politique, ces articles-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on les supprime aussi? Est-ce qu'on met les catégories à vide? Ou bien est-ce qu'on empêche la suppression? Donc, il y a ces différents éléments. On verra un peu ici. Donc, ça se définit dans le onDelete. Donc, vous allez faire un onDelete et vous allez mettre modèle point. Donc, on va voir, par exemple, on a les différents trucs ici. Donc, il y a self-default, il y a set nul, il y a do nothing, il y a cascade et puis il y a protect. Donc, allons-y sur protect. Si je mets protect, qu'est-ce qui va se passer? Si j'essaie de supprimer la catégorie politique et qu'il y a peut-être 1000 articles qui sont liés à ça, ça ne va pas accepter. Donc, il va me dire qu'il ne peut pas supprimer la catégorie politique parce qu'il y a 1000 articles qui sont liés. Donc, si je veux supprimer la catégorie politique, il faudra que je supprime les 1000 articles d'abord. Donc, du coup, le site, il te bloque déjà. Donc, c'est à toi de prendre la décision à ce niveau-là. Ensuite, on a le cascade. Donc, le cascade, c'est quoi? Ça veut dire que si je supprime la catégorie politique, je veux supprimer tous les articles qui y sont liés. Ça veut dire que s'il y a 1000 articles, lorsque je vais supprimer une catégorie, automatiquement, ça va supprimer les 1000 articles. Jusque-là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Très bien. Ensuite, donc on a vu protect, on a vu cascade. Il y a le do nothing, donc on ne va rien faire. On ne fait rien. Si on supprime la catégorie, ben on ne fait rien. Là, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, parce que ça, par exemple, je n'ai jamais utilisé. Donc, ce qui est bien, vous pouvez faire vos tests. Maintenant, il y a le set nul. Voilà, le set nul qu'on utilise beaucoup. Donc, le set nul ici, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si je supprime la catégorie politique, tous les articles qui ont la catégorie politique vont se retrouver sans catégorie. Mais une fois que je mets le set nul, je suis obligé de dire que le champ qui est là peut être nul. Donc, il faut que j'ajoute un nul à trou. Parce que si je n'ai pas de nul à trou, le set nul ne va pas fonctionner. Parce que si je supprime la catégorie, ça veut dire que les articles qui sont là n'auront pas de catégorie. Donc, ça, le set nul. Je l'enlève. Et enfin, il y a le set default. Là, par exemple, si je supprime la catégorie, je dois prendre la valeur par défaut. À ce moment-là, il faut que je définisse une valeur par défaut pour ce champ-là. Donc, je peux dire la catégorie par défaut, c'est peut-être, je ne sais pas, sport, par exemple. Donc, si on crée un article, la catégorie par défaut, ça sera sport. Donc, du coup, s'il y a un article qui se trouve dans la catégorie politique et qu'on supprime la catégorie politique, automatiquement, il va prendre la catégorie sport. Donc, ça, c'est le set default. Voilà. Donc, les trois que vous allez utiliser dans vos projets, c'est le protect, le cascade, le protect, le cascade et puis le set nul. Ce sont les trois que vous allez utiliser beaucoup ou que vous allez voir beaucoup dans les projets.
Nous, dans notre cas, on va partir sur le protect parce que si on veut supprimer une catégorie, il faut qu'on supprime d'abord les articles. Ensuite, on a parlé d'un dernier champ qui est auteur. Donc, l'auteur du projet. Donc aussi, c'est un modèle foreign key, c'est une clé étrangère. Et on va faire le tout. Et là, ça va pointer vers le modèle user. La dernière fois, on a vu par défaut que tout ce qui est gestion d'utilisateur, c'est quelque chose qui est fait directement par Django. Donc, une table, on a une table utilisateur qui existe déjà dans Django avec des champs par défaut qu'on peut modifier. Donc là, vous allez faire from Django .country .auth .modèle import, ok, c'est bien ça, import user. Et là, vous accédez au modèle user de Django. Et là, vous pouvez le cibler ici pour dire que je pointe sur ce modèle-là, user. Et là également, on va faire le on delete et on va faire un modèle .protect. Donc, le modèle .protect, ça protège nos données, ce qui va faire que si on supprime un utilisateur, ben, ces articles, ils vont rester. Ça veut dire qu'on ne pourra pas supprimer l'utilisateur quand il aura des articles. Il faudra qu'on supprime ces articles d'abord. Maintenant, ça peut être des cascades. Donc, si on supprime un utilisateur, ben, on supprime tous ces articles. Mais ça dépend du projet. Donc, ce que je conseille, c'est beaucoup le protect. Là, vous êtes en sécurité. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Là, on a représenté nos différents trucs. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, c'est bien compris. Oui. OK, super. Là, on est bon. Après, on va ajouter certains éléments. Je sais qu'il y a d'autres qui vont demander ça, mais pour l'instant, on ne va pas les mettre d'abord. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on a créé nos différentes tables. Donc, pour que ces tables-là puissent être dans notre base de données, ici, on a notre base de données qui est là. Je peux la supprimer hein, et puis ça va créer à nouveau. Mais on va la garder. Par défaut, les tables qu'on a déjà mis là-dedans la dernière partie, c'est que lorsqu'on a fait le migrate, on avait ça. Donc, il y a un modèle groupe, il y a un modèle groupe permission, il y a un modèle permission, il y a un modèle user, il y a un modèle user group. Ça, ce sont les types de Django. Admin log, content type, migration, session et puis séquence. Donc, du coup, séquence, ça, c'est pour SQLite. Donc, lorsque vous allez créer une migration, ce qui va se passer, c'est que Django va créer la table. Donc, la table aura le nom de votre application / le nom du modèle en minuscule. Donc, par exemple, pour nous, ici, pour catégorie, on aura news _ catégorie, news _ article lorsqu'on va les créer ici. Donc, pour cela, déjà, lorsqu'on ajoute nos modèles, ce qu'on va faire, c'est la migration. C'est qu'on va créer le fichier de migration ici. Donc, le fichier de migration, pour le créer, on le fait avec une commande. Donc, c'est Python manage.py et on va faire le make migration. Donc, Python manage.py make migration. Et lorsqu'on exécute cette commande-là, ça va créer nos fichiers de migration. Donc, si on revient ici dans nos fichiers de migration, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est encore une classe ici. Et voilà un peu comment est-ce que ça va se présenter. Donc, les opérations qui vont se faire, ce sont ces deux opérations-là. Donc, on a migration.create modèle. Donc, le nom du modèle, c'est catégorie. Et voici les différents champs qui seront créés. Donc, le champ ID des tables sont créés automatiquement par Django. Donc, après, vous pouvez décider de les modifier. Donc, là, on a bien nos différents trucs qui sont créés ici. Donc, là, par exemple, si je veux que ça crée la table dans ma base de données, je vais faire la commande migrate. Mais là, quand je vais faire la commande migrate, je sais qu'il va me demander d'installer Pillow. Voilà, donc je vais essayer. Donc, la commande, c'est migrate pour qu'il puisse valider ça avec le truc. Donc, si je fais ça, OK, d'accord, on est bon, il a accepté. Donc, si on revient ici, donc je disais tout à l'heure qu'on allait avoir news article. Donc, on a new article ici. Si je déplie, donc vous voyez les différents champs. On a ID, title, content, image, tag, statut, auto ID, catégorie ID. Donc, vous voyez bien qu'on a les clés étrangères qui sont bien là-dessus avec les JS pour ceux qui se reconnaissent.
catégorie, on a ID, title, description, et puis statut. C'est bon? C'est bon. Ouais. Très bien. Donc, jusque-là, on est bon. Nos modèles sont créés et tout ça. Maintenant, si on veut pouvoir créer des articles, pouvoir faire tout ça, là, on va passer maintenant à la partie administration. Ça veut dire qu'on va utiliser l'admin de Django pour pouvoir explorer nos différentes tables et pouvoir ajouter les données là-dedans. Donc, ça se fait dans ce fichier-là. Donc, on va faire ça et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, je vais faire from news, donc le nom de mon application, point modèle, et je vais importer mes deux modèles. Donc, je vais importer catégorie et puis article. Très bien. Donc, pour les enregistrer dans l'admin de manière plus simple, on fait juste admin.site.register et on met le nom du modèle pour faire simple. Ensuite, admin.site.register et on met le nom de l'article. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça permet d'enregistrer très rapidement les éléments dans la partie administration. Donc, si je fais Python manage.py server. Donc, ici, j'avais désactivé l'administration la dernière fois. Je vais réactiver là. Voilà, là, j'ai bien l'administration, ça recharge. Cette fois-ci, si je reviens sur mon site et que je mets /admin, et je fais entrer, là, il va me demander de me connecter. Voilà. Si je sais ça, bah, ça ne va pas passer parce que je n'ai pas créé d'utilisateur qui puisse se connecter ici pour le moment. Pour ça, il faut que je crée un utilisateur. Donc, l'utilisateur qu'on va créer, c'est le super administrateur. Donc, en Django, on peut créer cet utilisateur, c'est-à-dire le super administrateur, celui qui va pouvoir manager tout, qui aura accès à l'espace d'administration et pouvoir créer d'autres utilisateurs s'il le veut. Donc, on va juste faire le Python, manage.py, et la commande, c'est créer super user. Donc, c'est en un seul mot. Python manage.py, create super user, et on valide. Donc, ici, l'user, je peux mettre mon nom. L'username, c'est le nom d'utilisateur. L'adresse email, c'est pas obligatoire. Le mot de passe, je mets le même. Je répète le même et je lui autorise à créer. Donc là, mon super utilisateur, il a été créé et là, je peux me reconnecter. Donc, si on revient là et qu'on se reconnecte, voilà. Là, on a accès à l'espace d'administration. Donc, jusque-là, on n'a encore rien écrit. On a juste écrit nos modèles. Et là, on peut essayer de voir qu'on a les deux tables qui sont là. Ça, ce sont la table user de Django. J'ai un seul utilisateur là-dedans. C'est l'utilisateur Soro. Donc, je peux ici ajouter un nouvel utilisateur si je veux. Voilà. Et puis, je peux revenir en arrière. Donc là, on a catégorie et on a article. Après, on va essayer de corriger certains éléments. Donc, je disais que de ne pas mettre S à la fin de vos modèles, c'était à cause de ça. Vous voyez, par exemple, ici, ce qui se passe avec Django. Le modèle ici s'appelle catégorie. Donc, lui, directement, au pluriel, il va mettre S, c'est-à-dire il ne va pas chercher à comprendre quelque chose. Article, directement, il met S. Donc, si vous mettez S, vous voyez qu'il va mettre S, ça va faire SS. Voilà. Donc, si on vient sur catégorie ici, on n'a rien. Si on vient sur article également, on n'a rien. Donc, si on vient sur catégorie ici, on peut ajouter une catégorie. Donc, vous voyez directement qu'on a un formulaire qui est là. Donc, je peux mettre un titre, sport, et puis là, la description, on a dit c'est pas obligatoire. Donc, le statut, si on a mis booléen, donc on peut activer comme désactiver. Donc, je vais enregistrer ça activé. Et on aura ça comme réponse ici. Bon, après, on verra ce qui va se passer. Après, je peux définir une autre catégorie en mettant politique. Et là, je peux enregistrer. Voilà. Donc, il y a deux catégories, mais c'est pas lisible, c'est pas grave. Ensuite, on revient sur article ici. Donc, ma article ici, on peut ajouter des articles. Voilà. On a bien les différents champs. Donc, je mets le titre, je mets test 1. Donc, je vais prendre du lorem ici.
que je vais mettre comme test par défaut. Voilà. Je prends ça et je le mets là. Donc, je peux ajouter une image. On a dit que ce n'était pas obligatoire. Donc, tag ici, je ne sais pas ce que je vais mettre. Hein, je mets n'importe quoi. Je vais juste laisser ces deux-là. Et puis, là, la catégorie, on aura une liste déroulante. Ce n'est pas lisible pour le moment, c'est pas grave. L'utilisateur, là, je prends Soro comme auteur et je fais un save. Là, on a notre article qui a été créé. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui, Oui, c'est bon. Donc là, déjà, qui sait comment personnaliser l'espace d'administration pour avoir les bonnes données ici? Qui a déjà eu à faire ça? Moi, je pense qu'on peut aller directement dans le fichier admin là, admin.py. Donc, OK, super. Donc, comme Youssef il a dit, on peut essayer ici de refaire notre administration afin que ça puisse ressembler un peu à quelque chose comme ça. Ici, vous voyez bien qu'on a les colonnes qui sont affichées. On a des filtres qui sont à notre droite. On a un champ de recherche et puis voilà, on a l'action et je pense qu'on a l'action là-bas. Là, c'est un peu plus lisible. Donc, pour ça, je vais garder ces deux-là. On va créer ici des classes. Donc, on va créer une classe admin pour chacun de nos modèles. On va commencer par la classe catégorie. Donc, je fais catégorie admin. Et là, je vais hériter des admin.modèle admin. Django, comme je dis à la première séance, tout c'est histoire de classes. Voilà. Et ce sont des classes qui importent d'autres classes, ainsi de suite. Donc, lorsque vous héritez de ça, vous allez définir les différents éléments. Donc, par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, il est coupé, je le relance. Là, je fais juste passe. Très bien. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que on veut que cette liste-là puisse afficher les colonnes qu'on a. Donc, avoir les colonnes ici. Donc, cette liste-là, dans l'admin, ça s'appelle la liste display. Vous mettez juste liste display. Et c'est soit un tube, soit une liste, ça dépend de vous. Voilà. Moi, je utilise plus les tubes. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dans ça, vous allez mettre les champs que vous voulez qu'ils s'affichent dans votre tableau. Donc, les champs que vous voulez afficher dans ce tableau-là, vous allez les définir ici. Donc, nous, par exemple, on veut avoir le champ ID. Ensuite, on veut avoir le champ title. Et enfin, on prend description, c'est pas grave. Et statut. Donc, si je reviens ici et je réactualise catégorie, non, là, je n'ai pas utilisé, voilà. Je vais juste préciser ici qu'il faut qu'il utilise la mine qui est là pour faire le formatage. Donc, si on actualise cette fois-ci, on va se retrouver avec ça. Donc, ça, c'est la table. Ensuite, nous, on a dit qu'on voulait ce champ de recherche ici. Là. Donc, le champ de recherche, c'est search field. Donc, c'est assez simple. Et là, ici, également, on va prendre un tube. Et là, vous allez mettre les champs dans lesquels vous souhaitez faire les recherches lorsque vous allez passer un mot. Donc, on veut rechercher dans le titre. On veut rechercher dans la description. Très bien. Et si je réactualise ici, voilà, on a bien notre champ de recherche. Et là, par exemple, si on met juste le S, voilà, ça va sortir dans sport parce qu'on a catégorie sport. Donc, si on recherche avec un truc vide, donc si on met PO, politique, il va nous retourner PO. Donc, on a politique, on a sport ou on a PO là-dedans. Donc, ça va ressortir. Si ajoute le L, on va se retrouver avec politique uniquement. Voilà. Donc, ça, c'est le search field. Donc, on a vu liste display search field. Et là, pour la liste de droite ici, c'est le list filter. Voilà. Donc, le list filter est là et également ça en tube.
Et là, vous allez mettre les éléments par lesquels vous pouvez faire les sélections. Là, on va utiliser soit les champs qui sont en foreign key, soit les champs booléens. Donc là, je vais prendre le champ status, simplement. Et là, si on réactualise ici, si on réactualise là, on est bon. Vous voyez, cette fois-ci, on peut utiliser par ceux qui ont le statut actif ou non pour avoir les éléments ici. Voilà. Donc, on peut faire pareil pour article là. Maintenant, pour l'instant, je peux revenir. Je vais repartir sur les modèles. Là, ce qui s'est passé lorsqu'on a voulu ajouter ici, si je reviens là-dessus. Vous voyez là, quand on a voulu ajouter un article, et quand on choisit la catégorie, vous voyez ici qu'on a catégorie objet 1 et catégorie objet 2. Qui sait plus ou moins comment on peut fixer ça? Allô? Oui, allô? Je pense que dans le modèle, on peut créer une fonction init pour qu'il retourne, par exemple, le nom list display ou genre le bar filtre. J'ai pas compris, on crée un quoi où? J'ai une fonction init dans la classe. Dans quelle classe? Dans la classe catégorie. OK. Donc, dans la classe catégorie, il demande à ce qu'on crée une fonction init. Donc là, ça ne sera pas une fonction init, mais ça sera la fonction string, le str. Donc ici, on va créer notre fonction string ici, qui sera la représentation du modèle. Donc du coup, lorsqu'on va faire appel au modèle, c'est que nous, on souhaite qu'il retourne, voilà, le titre du modèle. Self.voilà, title. Donc, lorsqu'on va faire référence à un objet du modèle qui nous retourne le titre. Et à ce moment-là, si on revient là, on aura bien les différents noms. Donc là, la réponse était correcte, mais c'est pas init, c'est plutôt ici str, string. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, ici, on a un petit problème. Donc, si vous regardez ici, on a catégorie, c'est pas correct. Normalement, au pluriel en anglais, c'est IES à la fin au lieu de YS. Donc, comment corriger ça? Pour ceux qui ont une idée. Je pense qu'on peut modifier directement dans le setting la langue. Je ne sais pas. Non, non, c'est toujours dans les modèles ici. Il y a ce qu'on appelle la classe méta qui va définir un peu des comportements du modèle. Et dans la classe méta ici, on peut changer les noms qu'on a ici. C'est-à-dire ça, c'est le nom et ça également, c'est un nom. Donc le nom qu'on a ici, c'est le nom au singulier et le nom qu'on a ici, c'est le nom au pluriel. Donc ça s'appelle le verbose. Donc c'est verbose name. Voilà. Par exemple, si je mets verbose name ici, je dis ça s'appelle catégorie. Donc ça, c'est le nom au singulier. Maintenant, le nom au pluriel, c'est verbose name plural. Pour dire le nom au pluriel. Donc là, je mets catégorie. Ça va. Et cette fois-ci, si on revient là-dessus, vous allez voir que ça va changer. Donc ici, on voit qu'on a bien catégorie qui est bien écrit. Et là, encore, on a catégorie ici. Donc, du coup, ça, ce sont les éléments que vous allez ajouter à chaque fois à vos modèles quand vous allez les créer. La classe méta, donc verbose name, c'est le nom au singulier, et le verbose name plural, c'est le nom de votre modèle au pluriel. Donc, on va faire pareil ici pour ça. Donc, je vais reprendre pour ça, et je vais coller ici. Donc, article, c'est pour attendre ce qu'il avait mis. Et nous, on va fixer, et on met article. Voilà. Et là, on retourne le title également.
Bon, tout reste pareil. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bien. Très bien. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on continue. Donc, j'essaie de voir un peu quel point me manque pour pouvoir être dans le bon. Donc, si vous avez des questions, je suis à l'écoute avant qu'on passe à l'étape suivante. Il y a Samake Mohamed qui nous a rejoint. Bonsoir, Samake. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Soro. Euh, bon, j'ai deux Samake. OK, non, j'ai un seul Samake. OK, très bien. Donc, jusque-là, je suppose que, on est bon pour tout le monde, hein. Oui, c'est bon, Flo. C'est bon. OK. Donc, le prochain point ici qu'ils ont mis, ce sont les formulaires. C'est-à-dire, nous, déjà sur nos sites, comment est-ce qu'on va récupérer la liste des données qu'on a dans notre modèle? Et puis, comment est-ce que, là, par exemple, ce qu'on a vu ici dans l'administration, c'est que c'est à partir de l'administration, on peut créer des données. Maintenant, depuis nous, notre site, comment est-ce qu'on peut créer nous-mêmes nos propres données? Voilà, c'est-à-dire pas sans utiliser l'administration. Comment on peut faire ça? Donc, on va essayer de voir. En Django, il y a ce qu'on appelle les formulaires. Ça veut dire, lorsqu'on a des modèles, on peut utiliser les formulaires directement et puis créer des données directement sans voilà, avoir à coder assez de lignes de code. C'est un peu ça l'avantage. Donc pour ça, je vais essayer de créer des nouvelles vues qu'on va utiliser pour cette partie-là. Je vais essayer de couper mon truc. Et là, je vais juste créer un nouveau dossier qui va s'appeler News. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier index.html qui va afficher la liste des news. Et puis, je vais faire add.html pour créer un nouvel article. Donc ici, je vais, bon, désolé, hein, je vais retirer un peu pas mal de méthodes ici que je vais commenter parce que je ne veux pas les utiliser. Donc là, je vais toujours créer une fonction home qui va pointer vers le nouveau dossier qu'on a créé. On return render, donc request, build. Et là, le dossier c'était news slash index.html. Donc, si on revient ici dans l'URL, donc il y a des routes qui sont plus utilisables, je les enlève et je les retire. Donc, si on relance, je reviens sur mon site. Donc, depuis l'admin, je peux aller sur le site ici. Donc, on a une page qui est vierge. Là, c'est déjà bon. Maintenant, il y a un petit souci qui fatigue un peu les développeurs back-end. Ça, c'est un petit secret à vous donner. C'est que je ne sais pas si parmi vous, il y a des gars qui se sentent à l'aise avec le CSS. Bon. Qui ne se sent pas à l'aise avec le CSS? Il y a Cérémé qui se sent à l'aise avec le CSS. C'est... Cérémé. Ah, ok, c'est Rémi, lui, c'est ça, lui, il est plus à l'aise avec le CSS. Oui. Ok, super. Maintenant, pourquoi toi, tu le désignes, lui, il se désigne pas? Je ne sais pas s'il est là, je ne réponds pas. Ok, très bien. Donc, déjà, quand on fait du back,
Ça veut dire que le CSS, c'est pas notre truc. Bon, moi, personnellement, c'est pas mon truc. Et souvent, je perds du temps en voulant faire des designs pour que mon truc il puisse ressembler un peu à quelque chose. Donc, la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait ça, Simple CSS. Donc, l'avantage, c'est juste un petit fichier CSS qui vous fait des styles directement sur les balises de base. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'écrire des classes comme Bootstrap où il faut faire des classes et tout ça pour avoir du style. Mais avec lui, directement, vous avez un style de base, même si vous ne faites rien. Donc, je vais juste copier l'URL qui est là et puis je vais le mettre dans mon fichier et puis c'est bon. Donc là, je reviens dans mon index ici et je passe mon template en HTML pour pouvoir voir l'auto complète. Voilà, donc là, je vais le positionner dans le header ici et je vais l'appeler news app. Donc là, par exemple, si on met un H1, liste des articles, voilà, et je mets juste un HR en bas. Donc si on revient sur la page home ici, voilà, vous voyez directement que j'ai bon, pas joli, mais c'est mieux que si je l'enlève. Vous allez voir si je le retire. Voilà ce que j'allais avoir normalement. Oh, désolé, il a gardé en mémoire. Voilà. Donc, normalement, voilà ce que j'allais avoir. Mais lorsque vous ajoutez ça, vous avez ça. Vous allez voir un peu l'avantage quand on va utiliser les formulaires. Donc, à partir de là, on peut faire une liste où on va afficher une liste ou un tableau. Voilà, je peux prendre juste le tableau pour afficher les articles qu'on a déjà. Je reviens sur la doc ici pour prendre, on revient en arrière. Où est-ce que je pouvais des mots, non? Voilà, je pense qu'ici, je peux avoir des exemples sur besoin de tables. Voilà. OK, table. Donc ici, j'ai un petit tableau. Je vais récupérer ça. OK, je pense que celui-là, c'est un peu plus complet. OK. Donc, si je regarde ce que ça me donne, OK. Bon, c'est un peu long, là. On va juste retirer pas mal de trucs. Désolé, hein, je suis en train de faire les templates en même temps. Il devrait être prêt avant, mais on passe ça. Très bien. J'enlève ces deux-là. Et j'enlève ces deux colonnes de chez plus. Regarde juste. Très bien. Donc, on a ce truc-là. Donc, du coup, nous, l'objectif, c'est afficher nos listes d'articles ici. Donc là, on va avoir peut-être l'ID, le nom de l'article. Bah, donc, je garde l'ID, je garde le nom, je garde la catégorie, je garde l'auteur, puis je garde le statut. Donc, ID, title. Donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Il y a Sam Ake qui est là, il pourra répondre à vos questions. OK, très bien. Donc là, on a modifié un peu pour avoir l'ID, le titre, voilà. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les articles que nous, on a créés dans notre base de données. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette liste-là. Bon, on n'a pas administré ça, c'est pas grave. C'est d'avoir les données qui sont ici. Et puis, notre page là. OK. Je pense que j'aurai le temps pour faire le formulaire. Donc, pour ça, c'est assez simple. Vous allez commencer par importer votre modèle. Donc, from news.modèle. On va importer, oh, voilà, on va importer ici
le modèle article parce que ce sont les articles qu'on veut afficher. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une requête qui va récupérer tous les articles. Ça va? Et ensuite, ce sont ces articles-là qu'on va faire passer dans le contexte. La dernière fois, on a vu le contexte. Donc, je vais créer une variable article qui sera égale à mes articles que je vais récupérer. Donc, pour récupérer la liste des articles avec Django, c'est-à-dire la liste des objets d'un modèle, c'est assez simple. Vous allez prendre le nom du modèle, faites point .object, et si vous voulez tout, vous lui dites que all, vous lui faites le point all pour dire que je veux tous les articles. Donc, il va vous retourner tous les articles. Après, on va faire un filtre pour prendre les articles qui ont le statut, comment on appelle, activé. Donc, une fois qu'on a ça, ensuite, on pourra créer notre contexte ici, qu'on a vu la dernière fois, et qui est un dictionnaire avec une clé article et 2 points article ici. Et ensuite, on pourra passer le contexte ici en paramètre. Donc, une fois qu'on a ça, on aura maintenant accès à article dans notre page index là. Et là, vu qu'on a plusieurs articles, on va utiliser une boucle for pour les afficher. Donc, la semaine dernière, on a dit que le template qu'on utilisait, c'était Jinja. Le template tag, c'était Jinja. Donc, avec Jinja, pour faire la boucle for, c'est assez simple. Vous allez juste faire double accolade, pourcentage, pourcentage. Ensuite, for, et par exemple, article, in, article. Et à la fin de votre répétition, vous fermez la boucle ici. Faites le end for. Donc ça va répéter le TR qui est là, vu que c'est lui qui représente chaque ligne du tableau, autant de fois qu'on a d'articles. Donc si on revient ici, qu'on actualise, bon, maintenant on va se retrouver avec une seule ligne. Là, je n'ai pas encore fait passer les informations, mais par contre, si on crée article 2, par exemple, et ici, je reprends un petit lorem ici. L'avantage, même, je peux utiliser les lorem pour faire les titres. Voilà. Je vais prendre ça pour comme mon titre d'article. Voilà, ça sera un peu plus mieux. Donc, tag, je mets n'importe quoi. Statut, ici, je vais l'activer. Comme ça, on va pouvoir faire notre test. Et le truc, je mets ça. L'auteur, c'est toujours moi. Et là, c'est bon. Là, on a 2 articles. Si on actualise là, on se retrouve maintenant avec 2 lignes. Donc, si on a plusieurs articles, on va se retrouver avec plusieurs lignes équivalentes. Maintenant, on va passer à l'étape un peu plus sérieuse. Donc, du coup, ici, on a dit, je split en 2 pour qu'on puisse voir un peu l'entête et puis là, j'ai le contenu. Donc, on a dit la première colonne, c'est l'ID. Donc, comment on a accès à l'ID dans l'article? S'il y a quelqu'un qui veut bien m'aider, hein, moi, je vais juste aider. Moi, vu qu'on a déjà fait une boucle, là, on va prendre directement l'article.id. Donc, je écris juste article. Oui, article sans S. Le point. Non, entre accolades. Entre les gabarits. Double gabarit. Double gabarit, ok, très bien. Donc là, directement pour accéder à l'ID. Là, on est bon. Donc, du coup, donc, je remets ça. Je suppose que ça sera un peu pareil pour les autres. OK. Donc, ensuite, on a le titre. Donc, je suppose que c'est title. Et après, pour la catégorie, qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous afficher le modèle hein, pour ceux qui veulent voir le modèle. On a le truc. Donc, pour la catégorie ici, comment on fait pour accéder? Là, on va afficher le titre de la catégorie. Donc, pour afficher le titre de la catégorie, on va faire catégorie point. Catégorie.
Article, catégorie, point title. Un title. Ok, super. Merci. Donc ensuite, au niveau de l'auteur ici, donc le champ c'est auteur. Et là, bon, là, on va juste garder auteur pour prendre l'information envoyée par Django. Et enfin, on va terminer par star. Ok, très bien. Super. Donc là, si on revient et qu'on actualise, voilà, on a bien ID 1, ID 2, test 1, sport, l'auteur Soro, catégorie false. Voilà, on a ça. C'est bon. Là, Ouais, ici, c'est bon. voilà, là, ici, on a pris tous les articles qui existent dans notre base de données. Donc, on a fait point .on. Maintenant, si on voulait prendre tous les articles qui ont la catégorie vraie, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qui ont la catégorie active. On va ajouter un filtre dessus. On va ajouter ici, au lieu du all, on va faire un filtre. Et là, on va mettre le statut en disant qu'il est égal à true. Donc ça permet de retourner toutes les catégories qui ont le statut true. Donc si on fait ça, on va se retourner qu'avec un seul article. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bien. Là, je suppose qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, vous maîtrisez la majorité. Donc là, c'est déjà bon. On va terminer ici maintenant avec les formulaires, qui est mon dernier point d'aujourd'hui. Là, on a vu l'admin, on a vu les modèles. On est bon. OK. Donc, les formulaires ici, c'est lorsqu'on va vouloir créer un article. Donc, par exemple, je peux prendre un bouton, je ne sais pas s'ils m'ont proposé un bouton là. Je prends ça. Et là, je vais mettre un bouton qui va me rediriger vers la page Add pour ajouter des articles. Donc ici, je vais l'appeler ajouter un article. Très bien. Donc, si on réactualise ça, voilà, bon, le bouton qui est assez grand, c'est pas grave. Là, je pense que si j'enlève ça, ok, ça va me donner juste un lien. Bon, ok, c'est pas grave, je prends ça. Donc, ajouter un article ici. Donc, ça va me permettre, si je clique, ça va m'envoyer sur la page pour créer un article. Donc, je vais ajouter cette vue-là. Donc, c'est new article. Et là, qui va prendre un paramètre request, deux points, et qui va me retourner, désolé. Donc là, c'est news, slash, et on appelait ça add.html. Donc, si on revient ici dans l'URL pour l'enregistrer, donc ici, c'est add slash, et là, la méthode, c'est add, ok, ça va pas accepter, add, c'est ok, non, c'est pas add, c'est new. Merci. Ok, très bien. Donc là, maintenant, je vais connecter ça ici en copiant le nom de l'URL. Ça, je suppose qu'on a vu ça. Donc, très bien. Donc là, maintenant, si j'actualise et que je clique sur ça,
Voilà, donc il y a ça comme passe pour le moment. Là, je regarde ça. Maintenant, pour créer un formulaire, c'est quoi? C'est qu'on va créer un formulaire qui va ressembler un peu à ça. Voilà, qui va ressembler un peu à ça, avec les différents champs qu'on a ici et pouvoir ajouter directement. L'avantage ici avec Django, c'est qu'on peut passer par la classe form de Django. Donc, du coup, on va générer le formulaire directement avec Django. Pour ça, dans votre application, vous allez créer ici un fichier qui va s'appeler form.py. Donc, une fois que c'est fait, vous allez importer le form de Django. Euh, J'essaie de voir où est-ce qu'il se trouve. Qui a déjà utilisé les formulaires avec Django ici? Qui a déjà utilisé les formulaires avec Django? Moi, j'ai une idée dessus. D'accord, tu as une idée, mais est-ce que tu as déjà utilisé? Oui, oui, j'ai déjà utilisé. C'est vrai, ça. Très bien. Donc ici, on va faire from Django, je pense que c'était un peu ça. From Django, il porte form ici directement. Désolé. Donc, from Django, import form. Et là, vous allez importer votre modèle. Donc, from news, point modèle, et on va importer notre modèle. On va prendre article pour le moment, parce que c'est lui qu'on va créer. Et là, on va créer une classe article form. Voilà. Et là, ça va être une forme point modèle form. Il y a le lien directement avec notre modèle. Et là, je pourrais ajouter ma classe méta pour préciser ici les formes. Oh, désolé. Est-ce que le PC est rapide? Est-ce que le PC est rapide? Est-ce que le PC est rapide? Qui a son micro qui est activé là? Ok, super, merci. Et là, ici, j'aurai les champs. Je suppose que c'est correct. J'aurai les champs ici que je veux définir dans mon formulaire. Pour l'instant, je vais prendre tous les champs. Je ne sais pas si c'est correct. Bon, je suppose. Hein. Bon, je regarde ça. Et là, maintenant, une fois que le formulaire il est défini, on va l'importer. Donc, c'est toujours pareil, forme l'application, on forme, et on va importer ici article forme. Voilà. OK. Donc, une fois on a fait ça dans notre vue article ici, on va définir une variable forme qui serait égale à notre article forme ici, par défaut, et on pourra le passer en contexte. Donc, on le passe en contexte, il y a notre dictionnaire ici, et je mets forme, deux points, et là, je dis que c'est forme. Voilà. Et le contexte ici, on pourra le passer ici tranquillement. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux utiliser le formulaire là directement dans
la vue ici et j'aurai mon formulaire. Donc, je fais un code base HTML et je vais ajouter un H1, ajouter un article. Celui. Et là, pour le faire, c'est très simple. Vous allez juste appeler votre forme. Vous allez faire le as et vous dites que vous le voulez en paragraphe. Et une fois que ça c'est fait, si on revient sur la page ici que j'actualise, vous allez voir qu'on va se retrouver avec voilà, nos différents champs d'articles ici. Le statut, la catégorie, voilà, et puis l'auteur ici. Donc là, c'est bon. Si je veux avoir un style un peu agréable, je vais juste charger mon simple CSS dans l'entête ici. Donc cette fois-ci, si on revient là, voilà, bon, c'est pas aussi agréable que ça, mais bon, c'est un peu mieux que tout à l'heure. Très bien. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Je vais retirer ce monsieur-là pour le moment et puis après, je vais le mettre. Donc là, je vais créer une balise de forme, donc avec une méthode de poste, voilà. Et là, je vais ajouter mon format aspect et je pourrai ajouter un bouton. Il y aura pour type submit et je fais ajouter. Donc, si je réactualise, donc j'ai bien mon formulaire qui est là. Donc là, ce que je fais ici dans ma classe forme, c'est que j'ai dit que je veux tous les champs du modèle. Donc dans ce cas-là, on va se retrouver avec le champ titre, le champ contenu, le champ image, le champ tag, le champ statut, catégorie et tout. Donc si je veux pas un champ, je peux ajouter juste exclure et puis je retire ce champ-là. Mais pour l'instant, on va garder tous les champs qui sont là. Donc, cette fois-ci, si je fais juste un poste, donc si je remplis, voilà, ça, c'est un champ qui est obligatoire. Donc, je mets n'importe quoi, je essaie à nouveau. Donc, je dis que le contenu est obligatoire, je essaie à nouveau. Donc, je dois choisir ça et puis l'auteur ici. Donc, si j'envoie, je vais me retrouver avec ça. Qui peut nous expliquer pourquoi on a ça? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je crois que c'est parce qu'on n'a pas mis la destination, le lien vers la base de données. Le lien vers quoi? La redirection, quoi, des fichiers. D'accord. Quelqu'un qui d'autre peut nous aider? Allô? Oui. Je pense que c'est la méthode post que nous avons mis dans le formulaire. Mhm. Avec, genre dans le formulaire, on doit ajouter un CRF token. C'est pas. OK. Genre, il requiert un CRF token dans le formulaire. D'accord. Pourquoi il a besoin de ça? À cause de la méthode post que nous avons mis. Si je ne me trompe pas. C'est en rapport avec la méthode post. Je ne sais pas comment expliquer ça. D'accord. Qui peut expliquer un peu? OK, très bien. L'avantage avec Django ici, quand vous allez faire votre site, ça veut dire que tout le monde ne pourra pas faire des posts sur vos sites directement. Pour faire un post vers un site Django, tu as besoin du token qui est généré directement lorsque la vue est chargée. C'est-à-dire, si je charge une vue, il y a un token qui est généré pour cette vue-là. Et lorsque je veux faire des posts, c'est-à-dire je veux envoyer des données sur une URL, j'ai besoin de ce token-là pour l'ajouter. Parce que s'il n'est pas là, bah, ça ne va pas fonctionner. Donc ça permet de gérer un peu une partie de la sécurité du site. Donc pour ça, vous devrez ajouter juste ce tag-là, qui est le CRF token dans votre formulaire ici. Et on va voir ce que ça va faire. Donc si vous ajoutez ça, lui qui avait parlé d'URL, non, on n'est pas obligé de définir l'action ici. Si je mets rien, il va poster directement sur la route actuelle.
Donc, si je définis, ça veut dire qu'il va poster sur une route différente. Mais si je mets rien, il va poster directement sur la route. Donc, c'était pas ça l'erreur. Donc là, si j'actualise ça et qu'on inspecte pour voir un peu ce qu'on a comme champ, si je déplie le formulaire ici, voilà, vous allez voir qu'on a un input idem qui a un nom CRF middleware token avec le token qui est passé directement en valeur. Donc, c'est un champ qui est caché qu'on ne voit pas. Donc, lorsque le poste sera fait, il sera fourni également. Donc, si on reprend n'importe quoi, j'active, je choisis la catégorie Soro et j'envoie. Donc là, le poste, il est parti. Si je reviens dans la vue ici, voilà, le poste, il est parti. On voit bien qu'on a eu une requête poste qui a été envoyée sur cette route-là. Donc, si je recharge ici, il va me demander la confirmation. Je fais le poste à nouveau, j'aurai le même poste qui arrive. Maintenant, lorsque le poste arrive ici, comment on va récupérer les données et comment on va l'ajouter dans notre base de données? C'est assez simple. On va vérifier juste si la méthode qui vient à ce que c'est une méthode post d'abord. Donc, pour vérifier ça, on fait if request.method, donc égal à post, donc le post en majuscule, deux points. Et là, une fois que la méthode égale à post, on va récupérer cette fois-ci le formulaire à nouveau. Donc, c'est le même code ici. Jusqu'en paramètre, on va passer request.post pour qu'il puisse prendre les données. C'est bon. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Si je fais ça et que je réactualise, vous allez voir que les champs vont se remplir automatiquement avec les données. Donc, si j'actualise, voilà, vous voyez que j'ai ça. Si je modifie ça et je mets test 3, que j'ajoute, voilà, vous allez voir que le test 3 va rester dans le champ. Parce qu'ici, je vais modifier juste le formulaire ici en prenant les données. Jusque-là, c'est bon. Donc, le formulaire ici, on va vérifier est-ce qu'il est valide. Donc, une fois que le formulaire il est valide, ben, on peut l'enregistrer. Donc, on va faire if form is valide. Voilà, c'est une méthode, deux points. Et là, maintenant, on peut l'enregistrer. Perform.save, simplement. Donc, une fois qu'on fait ça automatiquement, ça va enregistrer le truc. Et ici, il y a des erreurs, on va faire la condition d'erreur et puis on va envoyer l'erreur sur le navigateur. Donc là, par exemple, si on fait ça et qu'on revient, qu'on fait ajouter, voilà, là, notre article s'est créé. Et si on revient sur le site, OK, très bien. Donc, on a le test 3 qui est là, qui vient de se créer. Là, il est en statut true. Je voyais deux, j'avais un peu peur. Il y a un qui est en statut false, qui ne s'est pas affiché, c'est le test 1. Donc, le test 3, c'est celui qu'on vient de créer tout à l'heure. C'est bon? OK, super. Là, est-ce que vous avez des questions sur ça? Ok, là, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, c'était les formulaires et on va revenir là-dessus lors de la dernière session. On va essayer de voir, on va faire un petit résumé, puis on va essayer de voir un peu comment faire des trucs automatiquement et tout ça. Par exemple, ici, c'est qu'on peut faire, c'est qu'au niveau de l'auteur ici, c'est pas quelque chose qu'on va choisir parce que ça c'est pas un choix. On prend l'auteur directement lorsque l'utilisateur il est connecté. Voilà. Donc, pour faire ça, c'est assez simple. Vous allez juste retirer le champ auteur ici. C'est-à-dire, là, bon, je vais essayer de reprendre tous les autres champs et puis je vais retirer l'auteur, par exemple. Donc, on a title, désolé, voilà, title, virgule, content.
virgule. Image, j'ai pas touché à image parce que c'est la dernière section qu'on va faire ça. Parce qu'il faut qu'on configure l'image, les statiques et tout ça. Ça, on va le faire samedi. Ensuite, on attaque, virgule, je vais pas mettre statut cette fois-ci, je vais juste le laisser. On suppose que c'est l'admin qui va activer. Donc, title content. Donc, une fois que je fais ça, j'ai mes différents champs. Et là, si on revient, quand on actualise le formulaire, voilà, vous allez voir qu'on n'a plus les champs auteur. Maintenant, si on crée un article, comment est-ce que l'auteur sera choisi? Par exemple, si c'est Youssef qui crée l'article, il faut que ce soit lui qui soit l'auteur. Youssef ne va pas créer un article et puis va me désigner comme l'auteur. Voilà, c'est pas normal. Donc, on retire le champ auteur ici. Et cette fois-ci, lors du save, c'est qu'ici, on ne va pas faire le save directement. On va juste préciser que le commit, il est à false. Comme ça, Django ne va pas enregistrer dans la base de données. Et là, on va faire form.author. C'est ça, voilà, author. Et on va dire qu'il est égal à l'utilisateur qui est connecté actuellement. Request.user. Donc, l'utilisateur qui est connecté, c'est bien le request.user pour le récupérer. Et une fois qu'on a ça, maintenant, on va faire le form. Voilà, point save. Ah, désolé ici. Voilà, c'est article. Il faut que j'affecte ça une variable. Et cette fois-ci, c'est article. Voilà, article, sinon ça allait tout aussi. Très bien. Voilà, donc, j'enregistre le formulaire qui est arrivé avec un commit false. Et ensuite, je modifie les champs auteur et enfin, maintenant, j'enregistre. Donc, si on prend ça et qu'on fait un nouveau test, donc on peut mettre article 4 sur n'importe quoi. Donc, je choisis catégorie sport et j'ajoute. Voilà. Si on revient ici dans l'admin, on actualise. On a bien l'article 4. Si on vient là-dessus, vous allez voir que l'auteur, c'est directement Soro parce que c'est lui qui est connecté actuellement. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Allô? Oui, allô? Oui, alors, c'est bon pour moi. C'est bon pour vous. OK, super. Donc, du coup, c'est bon pour moi. Donc, déjà, est-ce que vous avez une question sur une partie de ce qu'on a fait aujourd'hui? J'ai une question. OK. Pour la partie où on a mis commit égale à false, là, et si on mettait rien? Où on a mis quoi? Commit égale à false. Très bien. Super. Donc ici, par exemple, si je ne mettais pas commit égal à false, tu te souviens que le formulaire que j'ai envoyé, je n'ai pas défini l'utilisateur. Ça veut dire que je n'ai pas choisi d'utilisateur ici parce que je n'ai pas la possibilité de le sélectionner. Donc, ça veut dire que le formulaire, il vient avec toutes les données sauf l'auteur. Donc, ce qui se passe ici, c'est que l'auteur ici, c'est un champ qui est obligatoire. Donc, ça n'allait pas passer, ça allait mettre une erreur, en fait. Donc, si je ne mets pas commit égal à false, il va enregistrer dans la base de données et ça ne va pas passer parce qu'il va dire qu'il n'a pas le champ auteur. Donc, du coup, je lui demande juste de ne pas enregistrer dans la base de données. Donc, comme ça, il ne va pas me générer d'erreur. Et ensuite, moi, je peux ajouter mes informations supplémentaires et faire mon save. D'accord, c'est compris. OK, super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Allô? Oui, allô? Moi, j'aimerais juste dire que là, le cours d'aujourd'hui est intéressant et dans l'ensemble, on a bien compris, quoi. Parce que c'est bien expliqué, quoi. D'accord, super, ça fait plaisir. Mais c'est ça. OK, super. D'accord, donc je arrête.